Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo qu'on va consacrer à la toute dernière partie de notre sujet, gouvernance mondiale, constat et réalité. Après avoir rappelé les constats des années 90 et des années 2000, on passe aujourd'hui à discuter la réalité de la gouvernance à l'échelle mondiale. Je vous ai déjà dit que les critiques adressées par les grandes puissances à l'unilatéralisme américain obligent les pays à se réorienter vers le multilatéralisme, ou bien la gestion collective des conflits qui sera mise en œuvre par une institution indépendante qu'on appelle l'ONU. Donc l'ONU aujourd'hui, c'est l'organisme responsable de cette gouvernance à l'échelle mondiale. Et la gouvernance couvre plusieurs domaines économiques, monétaires, sociaux, environnementaux, etc. Alors ceux qui sont pour à ce que l'ONU, c'est celle qui va s'occuper de la gouvernance mondiale, avance l'argument que ces dernières a multiplié donc ces interventions à l'échelle mondiale, 36 interventions faites par les casques bleus. Aujourd'hui, l'ONU est dotée donc de son propre armée. Des exemples d'interventions en 92 en Somalie, lorsque les Nations Unies ont pu élaborer la paix et l'ordre dans ce pays. Deuxième intervention au niveau donc de Rwanda pour mettre fin au génocide des années 90. Et troisième exemple d'intervention réussie par les Nations Unies à Kosovo, 1998. Donc ces trois interventions laissent dire que l'ONU aujourd'hui est un organisme de la gouvernance mondiale. La mise en œuvre aussi du tribunal de La Haye, TPI, qui a instauré ou bien qui a donc commencé plusieurs procès contre les génocides commis en œuvre dans plusieurs pays. La neutralité donc de l'ONU aussi vis-à-vis de tout organisme est un facteur de plus pour ces dernières. Toutefois, l'ONU est-elle en crise aujourd'hui? Il y a certains qui disent oui, parce qu'il souffre de problèmes de la souveraineté. L'ONU ne peut pas imposer ses décisions sur les États donc à l'échelle mondiale. Des exemples, ce qui est arrivé en Syrie en 2011, lorsque les Nations Unies n'ont pas pu intervenir et empêcher Bachar al-Assad de ne pas donc commettre des crimes contre son peuple. Ce qui est arrivé aussi en Libye, la guerre en Libye en 2011, est aussi un parfait exemple donc de l'échec de l'ONU à résoudre certains problèmes. Deuxième argument, c'est que l'ONU est accusée de pratiquer la politique de double visage, double mesure. Exemple, les relations, comment l'ONU réagissent contre Israël, c'est pas de la même façon contre l'Iran ou bien l'Irak. Il y a d'autres qui disent aussi que l'ONU est dépassée ou bien elle est manipulée par les grandes puissances, surtout les cinq pays permanents de l'ONU. Ce sont eux qui gèrent aujourd'hui les affaires du monde. L'exemple, c'est que l'ONU n'a pas pu empêcher la guerre en Irak en 2003 et la guerre en Afghanistan. Un autre argument qui dit que l'ONU a échoué à résoudre certains conflits. Exemple, le conflit arabo-palestinien, israélien. D'autres alternatives à l'ONU, aujourd'hui, deux hypothèses sont proposées. Alors, pour résoudre ces problèmes dont souffre l'ONU, la première hypothèse, ça sous-entend à ce que le monde sera contrôlé par les puissances régionales. C'est-à-dire, on passe d'une gouvernance mondiale à une gouvernance régionale. Alors, cette gouvernance régionale sera assurée par l'ONU au niveau de l'Europe, l'Union africaine pour l'Afrique et d'autres unions pour les autres continents. Alors les points forts et les points faibles de chaque argument, c'est que par exemple pour l'Union européenne, c'est un organisme qui gagne en puissance à cause des élargissements progressifs, c'est un pôle économique, financier, industriel attractif, des instances de régulation. Par contre, il souffre d'une dualité avec la Russie, d'une puissance normative. Pour l'Union africaine, c'est aussi un acteur de plus en plus crédible sur la scène africaine, c'est un acteur en cours de modernisation, il s'aligne sur le modèle
européen. Par contre, il souffre d'un ensemble des conflits entre les pays qui le composent. Il souffre aussi d'un problème d'ingérence. Pour d'autres continents qui n'ont pas donc de véritables institutions, c'est le moment ou jamais donc de les créer. Donc ils devraient s'aligner sur le modèle européen ou bien africain. Alors ces zones sont très attractives du point de vue économique. Je parle de l'Asie et l'Amérique du Nord. Deuxième hypothèse, c'est que la gouvernance aujourd'hui sera réalisée par les pays émergents. Je parle de la Chine, je parle de l'Inde, je parle donc de la Russie, je parle donc de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire une gouvernance qui se base aujourd'hui sur ces pays émergents. Alors, pour conclure, on peut dire aujourd'hui que la gouvernance mondiale devrait s'aligner sur un modèle qui regroupe les atouts de l'ONU et ceux de deux hypothèses, c'est-à-dire des acteurs régionaux et des pays émergents. Cette solution va nous ramener à beaucoup plus de décentralisation, c'est-à-dire les décisions ne sont pas centralisées au niveau de l'ONU, beaucoup plus donc de compromis à l'échelle régionale, mais aussi beaucoup plus de désoccidentalisation du monde, ou bien désoccidentalisation de l'Occident. C'est-à-dire, c'est pas l'Occident aujourd'hui, c'est pas l'Occident qui va toujours contrôler le monde. Alors voilà, en ce qui concerne notre sujet. Alors merci pour votre attention et à la prochaine